Ici, Donne la parole. Comment une femme peut-elle assumer pleinement sa puissance sans avoir peur de ce qu'elle pourrait devenir? Notre monde valorise la performance, la vitesse, la visibilité et la réussite. Mais dans le même temps, jamais autant de femmes n'ont parlé de fatigue, de surcharge mentale, d'épuisement émotionnel et de burn-out. Alors, comment réussir sans s'épuiser? Et peut-on être conquérante sans partir en guerre contre soi-même? Ces questions ne sont pas abstraites. Le rapport Women at Work, représentant les points de vue de plus de 5000 femmes issues de 10 pays différents, montre une augmentation significative des situations d'épuisement professionnel chez des femmes qui ont des postes à responsabilité, particulièrement lorsqu'elles cumulent charge mentale, pression de performance et exigence de disponibilité permanente. Comme si la réussite s'accompagnait encore trop souvent d'un coût invisible, celui de s'éloigner de soi-même. Alors une autre question se pose. Existe-t-il une autre manière d'habiter sa puissance sans s'y perdre? De devenir ambitieuse sans devenir dure, de diriger sans se couper de soi, c'est précisément ce que nous allons explorer aujourd'hui. Bonjour Hélène Bouchard. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans l'émission La Voix de Calliope. Bonjour Cécile. Bonjour. Donc, il est difficile de résumer ton parcours tant il traverse, je trouve, plusieurs mondes à la fois. Tu es agrégé de lettres modernes, docteur en littérature, mais aussi diplômé en philosophie linguistique et lettres classiques. Tu te consacres depuis toujours à l'enseignement, à la transmission de la pensée critique et d'expression évidemment orale et écrite. Tu enseignes dans des lycées, mais tu as aussi enseigné dans des institutions universitaires prestigieuses comme à la Sorbonne, à SAS et l'Université Paris-Descartes, où tu as formé des générations d'élèves et d'étudiants en droit, en économie, en sciences humaines, à l'art de penser et de s'exprimer. Au total, ce sont plusieurs milliers, il me semble 4500 étudiants qui ont croisé ton enseignement et ta méthode jusqu'à aujourd'hui, mais te réduire à une carrière académique serait passé à côté de l'essentiel, car très vite, ton travail ne s'est pas limité à transmettre des savoirs. Une autre question t'a intéressé. Comment une pensée devient-elle une parole qui agit sur le réel? Cette recherche t'a conduite à explorer la rhétorique antique, les grands auteurs classiques, Platon, Cicéron, les sophistes, mais aussi les figures de leadership et de stratégie incarnées par des grands conquérants, qu'ils soient grecs et romains. Chez toi, la parole n'est jamais seulement un outil d'expression, elle est un outil d'action, un outil de transformation. Mais ce qui rend ton parcours singulier, c'est qu'il ne s'arrête pas aux mots. Et oui, tu es également musicienne, contrebassiste au sein d'orchestres symphoniques, tu as appris le rythme, la présence et l'écoute, et que ça ne s'enseignait pas de manière seulement théorique, mais aussi par l'écoute du corps. Tu es également donc, à propos du corps, ceinture noire d'aïkido, discipline dans laquelle l'énergie, la posture et l'équilibre sont essentiels, non pas dans la force brute finalement, mais plutôt dans la précision du geste et la maîtrise de soi. Donc deux pratiques qui t'éclairent et qui t'ont éclairé sur une conviction qui est assez centrale dans ton travail finalement. La puissance ne vient pas uniquement de l'intellect, elle vient de l'unité entre le corps, la pensée et la parole. Donc aujourd'hui, Hélène Bouchard, tu es conférencière, formatrice en prise de parole à impact et en leadership. Tu accompagnes des dirigeants, des managers, des entrepreneurs, notamment des femmes, des étudiants, mais aussi des profils plus atypiques, HPI, HPE, hypersensibles, TDAH, TSA, des personnes en tout cas qui sont traversées par une forte intensité mentale, émotionnelle et cognitive. Et chez toutes, il y a une problématique qui revient, comment transformer cette intensité en force sans s'y épuiser. Donc après une carrière déjà accomplie dans l'enseignement, tu as choisi à plus de 50 ans de créer en parallèle, il y a 2 ans, ta propre entreprise. Tu es également, et je pense que c'est bien de le rappeler, mère de 3 enfants, engagée aussi, parce que ça ne s'arrête pas là, dans plusieurs actions associatives en faveur de l'égalité femmes-hommes et de la transmission auprès des jeunes générations. Donc à travers tous ces univers, philosophie, enseignement, leadership, musique, combat, transmission, je souhaitais aujourd'hui explorer une question qui est centrale dans ton parcours, comment permettre à une femme de déployer sa puissance sans en devenir prisonnière. Donc, ma première question, Hélène, c'est beaucoup de femmes aujourd'hui manquent en fait de confiance en elles. Et moi, je me posais vraiment cette question, est-ce vraiment un problème de confiance ou plutôt, est-ce qu'elles ne se donnent pas la permission d'être dans leur puissance?
Alors, c'est une question extrêmement vaste et Oui. extrêmement complexe parce Oui. qu'il y a beaucoup de thèmes différents dans la même question. Oui. Si on prend les chiffres, pour parler de la France, je ne Ouais. parle pas des autres pays, on va en rester à la France, hein. L'égalité homme-femme est loin d'être gagnée. Oui. En politique, bon, si on prend les députés, les sénateurs, on est à 33%, 36% à peu près de femmes. Ouais. Donc, bon, la parité n'est pas totalement atteinte. Mm. Dans le secteur économique, eh bien, on est beaucoup à la traîne. Il y a des différences de salaire quand même de 20%, ce qui est quand même beaucoup. À poste égal, pour qualification égale, temps complet, il y a quand même 4% qui traînent quand même dans les grandes entreprises. Bon, on n'est pas arrivé à une 4%. égalité. Mm. Voilà. Mais enfin, la réalité, c'est plus, hein, si on prend les chiffres, 22 000 à l'année pour une femme, 28 000 à l'année pour un homme pour un travail équivalent. Postes, ouais, Donc voilà, donc il y a quand même une grosse différence. Alors, dans le secteur de la culture, ben, les différences sont marquantes, hein. Par exemple, à l'Académie française, il y a eu 11 femmes en 3 siècles. Là, actuellement, il y a 5 femmes pour 30 hommes, hein. En publication, ben, il y a que 33% des publications qui sont féminines. En philosophie, c'est quasiment, on est quasiment sous-représenté, c'est beaucoup moins. Et puis, en ce qui concerne les prix Nobel, ben, il y a 4% de femmes seulement, surtout dans les Nobel scientifiques. On n'est quasiment pas représenté. Donc, tout ça pour dire que les chiffres semblent indiquer, surtout dans le domaine économique, et on est beaucoup plus à la traîne que dans le domaine politique, puisqu'il y a quand même la loi sur la parité qui fait on approchera petit à petit du 50%. Les chiffres semblent indiquer que les femmes n'ont pas confiance en elles, puisqu'au niveau des capacités, tout le monde est d'accord, elles ont les mêmes capacités que les hommes, hein. On n'est pas défavorisés à la naissance, hein. Ça n'existe pas. Ah, tu nous rassures. Voilà, voilà. Alors, par contre, j'aimerais soulever quand même quelques points qui font peut-être un petit peu mal à considérer. Voilà, et qui peuvent peut-être enrichir notre réflexion sur cette parité homme-femme. Manque de confiance, peut-être, mais est-ce que c'est pas également, peut-être, je soulève une question, j'ai pas la réponse, un manque d'appétence peut-être à certains postes ou à un certain positionnement social qui est pour l'instant masculin, mais est-ce que les femmes veulent cette place-là exactement? J'en suis pas tout à fait convaincue. Alors, pourquoi je ne suis pas convaincue que les chiffres qu'on donne en France sont des chiffres de position masculine où on essaye de mettre une parité féminine? Pourquoi est-ce que je pose cette question? Je donne pas de réponse, hein, je pose juste des questions, hein. Ce qui m'intéresse, par exemple, moi, dans des différences qui sont peut-être naturelles, mais encore une fois, il n'y a pas de vérité, hein. Moi, un homme me paraît très monocentré. C'est-à-dire qu'un homme, s'il a un travail qui lui plaît, il est capable de faire toute sa vie travail, il rentre à la maison et c'est tout. Une femme, je pense que c'est beaucoup plus difficile d'être satisfaite en tant que femme si on a une vie professionnelle épanouie, mais rien d'autre d'épanoui. Je pense que nous, on est polycentré. Je pense que c'est une différence fondamentale. Si on ne prend pas ça en compte, on va dire, oui, les femmes, il faut absolument qu'elles aient la carrière d'un homme, mais pas forcément, d'accord? Et puis la deuxième chose qui me paraît vraiment très, très important à souligner, dans ce que je constate, en tout cas dans le monde de l'entreprise, c'est que les femmes sont très sensibles à la sécurité, l'homme beaucoup moins, l'homme va plus à l'aventure. Et ce désir de sécurité qu'on constate chez un certain nombre de femmes, par exemple au niveau des levées de fonds auprès des banques, eh bien ça ne va pas donner les mêmes résultats. Les femmes quasiment ne font pas de demande de levée de fonds pour une entreprise. Elles vont monter une petite entreprise, par exemple, sachant que si elles font faillite, voilà. Donc les hommes prendraient plus de risques, c'est ça que t'es... Alors les hommes, oui, je pense quelque part moins peur de l'instabilité matérielle. Oui, alors bon, il y a plusieurs choses qui pourraient expliquer ce désir de sécurité de la femme. Est-ce que c'est physiologique, moins fort? Est-ce que c'est parce que historique, on a toujours ou même historique? Bien sûr. Alors il y a beaucoup de dans tout ce que je dis, il y a beaucoup évidemment. Je ne retire pas de cette discussion le fait que majoritairement on est des êtres humains, donc 98% déterminés par la culture et l'histoire. Mais les 2% qui restent, qu'est-ce qu'on en fait? On est quand même des animaux. Et on ne peut pas dire qu'on n'est que des êtres à 100% sociaux. Je n'y crois pas une seule seconde. Je pense qu'il y a des facteurs, des déterminations masculines et féminines qu'il faut prendre en compte, bien sûr en les interrogeant, parce qu'il n'y a pas de vérité à ce sujet. Alors ça, c'est la première chose que je voulais dire, parce que je vais quand même orienter la question vers une certaine direction qui ne sera pas forcément
bien vu par tout le monde, mais enfin... Ah non, mais on est là pour ça, pour s'interroger, pour débattre. Pour débattre, ouais, hein. C'est ça. Et décloisonner les débats. Je suis féministe, mais pas forcément au sens où on l'entend d'habitude. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Ouais. Donc, le rôle de l'éducation, des modèles, des stéréotypes sont évidemment un poids prédominant. Par exemple, on en parle à l'école, les mathématiques, on est voire plus doué que les garçons quand on est petit. Et puis, ça s'inverse à un certain âge parce que, en fait, les professeurs vont plus s'intéresser aux garçons ou vont plus valoriser les garçons, ou c'est dans les familles qu'on dit aux filles que plutôt tel poste leur irait plutôt que telle carrière. Donc là, il y a un gros travail qui est fait actuellement, et j'en fais partie d'ailleurs de ce travail, pour essayer de sensibiliser au fait que les stéréotypes enferment les filles vers un certain nombre de carrières, alors que au niveau intellectuel, évidemment, on est aussi forte que les garçons en maths. Voilà, tout ça pour dire que je prends quand même en compte ce poids déterminant de l'éducation et des stéréotypes. Cependant, alors, qu'est-ce que je peux dire? Peur, permission, puissance. Il y a quand même trois gros, des mots très forts dans ta question. Est-ce que y a une peur? Est-ce que on a une puissance? Est-ce que c'est ce mot-là qu'il faut employer? Et est-ce qu'on a besoin de permission? Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'autocensure dans le fait qu'on ne s'autorise pas effectivement à aller voir les banques, qu'on ne s'autorise pas à monter son entreprise, qu'on ne s'autorise pas à prendre des risques, qu'on ne s'autorise pas à être président de la République. Voilà, a priori, voilà. Bah si, il y en a qui essayent quand même, mais. Oui, il y en a qui essayent, mais. Nous, on ne vote pas pour elle. Voilà. Non, mais parce qu'on a besoin, parce que peut-être que c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est qu'on a besoin de temps pour faire autre chose. Donc, on n'a pas envie de s'enfermer dans quelque chose. Je vais y venir, justement. Je vais y venir, effectivement. Alors, en fait, pour moi, tout réside, parce que la société, effectivement, a un poids sur nous, les stéréotypes, l'éducation, l'école a un poids sur nous, mais je pense qu'arrivé à l'âge adulte, tout réside sur le fait que on peut faire un travail sur nous, chacune d'entre nous, ou en groupe, évidemment. Il existe des associations pour faire bouger les mentalités, mais la mentalité la plus puissante, c'est l'image que la femme a d'elle-même. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler. Les femmes doivent travailler sur l'image qu'elles ont d'elles-mêmes. Voilà, c'est pas une guerre contre les hommes, c'est pas une guerre contre les institutions, même si tout ça, ça doit bouger. Je pense que le travail de fond, c'est quand même l'image qu'on a sur nous. Alors, la première idée que je veux donner aux femmes qui m'écoutent, c'est que la femme, a priori pour moi, est un être beaucoup plus complexe qu'un homme. Plus complexe. Qui dit plus complexe, c'est plus compliqué à arriver à l'épanouissement total. Pourquoi? Parce qu'on a plus de cartes à jouer dans notre vie qu'un homme. Pourquoi? Premièrement, on a un corps qui se métamorphose à différentes périodes dans notre existence. On a d'abord nos règles à 12 ans, c'est une révolution. Après, on est enceinte souvent plusieurs fois. Être enceinte, les hommes s'en rendent pas compte, mais c'est plus qu'une épreuve olympique. D'abord, on prend entre 9 et 15 kilos. Après, il faut les reperdre. Ça, c'est dans le meilleur des cas, parce que ça peut aller. On a l'accouchement qui est un événement absolument incroyable. Et ça, tu connais, tu es maman de 3 enfants. Voilà, donc tu sais de quoi tu parles. Et puis après, il y a la ménopause. C'est un nouveau cap de métamorphose incroyable. On est des êtres cycliques. Déjà. Oui, mais alors ce que je veux dire par rapport à un corps d'homme, le corps de l'homme ne se modifie pas, n'a pas de révolution. Ça, c'est une première chose. On doit gérer ce corps, on doit apprendre à l'aimer, on doit apprendre à en prendre soin. Et l'homme a moins ce travail à faire a priori. La deuxième chose, l'affectif est central dans notre vie, je pense beaucoup plus que dans la vie d'un homme. Et souvent cet affectif, le besoin d'amour, d'aimer un conjoint, d'avoir des enfants, de mettre beaucoup de place sur cet affectif, je pense que ça nous conduit à faire des choix déterminants, professionnels ou autres, ou associatifs. Mais en tout cas, je pense que c'est une place qui est vraiment déterminante dans la vie d'une femme. Et dire que la femme a le même affect, je pense que c'est faux. Je pense que le degré affectif est plus fort chez une femme que chez un homme. Oui, ça prend plus d'espace psychique aussi. Exactement. On est d'accord. Bon, tout est à nuancer, on va dire que. Non, mais ça occupe de l'espace mental. Mais oui. On est d'accord. Mais pour ce temps-là, c'est pas de l'espace que tu peux consacrer notamment à ton travail. On est bien d'accord. Bien sûr. Alors, troisièmement, je pense que chez la femme, l'exigence d'une vie intérieure est supérieure à un homme. Qu'est-ce que je veux dire par là? D'abord, on est très sensible au beau. Plus que les hommes, je pense, on a une sensibilité artistique, on est plus perméable à tout ce qui provoque des émotions esthétiques. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans la recherche psychologique, l'introspection, on est mais beaucoup plus forte et beaucoup plus persévérante que les hommes. Analyse de nos émotions, analyse de nos choix de vie.
je vois beaucoup de femmes qui font des démarches dans ce domaine, que les hommes, bon, s'ils font une démarche, ça dure pas très longtemps déjà, et beaucoup fuient en entendant le mot psychanalyse, thérapie, accompagnement, émotion, non, et donc... mais il gagne du temps. Pas forcément, parce que justement, à force de vouloir gagner du temps, on rate sa vie, hein, donc il faut prendre du temps. Autre débat. Prendre du temps, c'est vraiment En tout cas, tu expliques pourquoi, à un moment donné, en tout cas, voilà, Alors, je finis. La troisième chose, enfin la dernière chose dans la vie intérieure, c'est la vie spirituelle. Les plus grandes mystiques étaient des femmes et pas des hommes, hein. Et donc cette recherche de la transcendance, de Dieu, des puissances qui sont en nous, c'est quelque chose de typiquement quand même féminin, en tout cas beaucoup plus féminin que l'homme. Donc tout ça pour expliquer que ça revient à l'espace psychique et mental, tu vois ce que je veux dire? Oui, d'accord. Alors c'est un aspect avec une dimension, une recherche de quête de sens. Oui, ça va plus loin que ça, c'est-à-dire mise en relation avec des puissances qui nous dépassent. Ça peut être l'énergie, hein, si on n'est pas croyant, ça peut être l'énergie cosmique, ça peut être Dieu, si on est croyant, ça peut être... Il y a plein de mots qu'on peut mettre sous cette dimension, qui est une dimension qui va plus loin quand même que la recherche et l'analyse de nos émotions. C'est la mise en rapport avec des énergies qui nous dépassent. Très important, j'insiste, parce que ce côté un peu religieux, mystique, est mis un petit peu à la poubelle en ce moment, et c'est dommage parce que... si on le réduit à l'ésotérisme notamment, je pense que ça élève vraiment l'existence humaine à une autre dimension. Alors, voilà. Donc, pour répondre à ta question, est-ce que j'ai répondu à ta question? D'une autre manière, en fait. D'une autre manière. Tu expliques pourquoi, en fait, on ne peut pas raisonner, enfin, avoir une approche finalement, une question presque masculine à une réponse qui est finalement bien plus complexe. Voilà, on y reviendra tout à l'heure sur les autres questions, mais je pense qu'une femme, c'est plus complexe qu'un homme. Peut-être qu'on peut avoir la position d'un homme et certaines femmes y arrivent très bien, mais on a tellement d'autres places qui nous appellent également. C'est pas où. Mais ce que fait un homme, on est capable de le faire. Sauf qu'il y a toute une dimension féminine en général, ne peut pas tenir un homme, que nous tenons et que nous devons développer. Donc, c'est plus complexe la puissance d'une femme est infiniment plus élaborée. Non, mais derrière, évidemment, il fallait rentrer dans le vif du sujet. Il y a un mystère de la femme que n'atteindra jamais un homme. Alors, on va continuer tout à l'heure l'interview, mais à propos de priorités et de femmes, on en parle d'ailleurs depuis le début de l'émission, notamment aussi l'importance d'être mère. Mais alors, il faut dire ce qui est, c'est que ça s'accompagne aussi parfois d'une vie bien remplie quand on est maman, ça c'est évident. Avec des journées, on essaie d'être partout à la fois. Et cette période, certaines d'entre vous l'ont traversée il y a quelques années. D'autres sont peut-être en plein dedans aujourd'hui. Et c'est précisément à travers ces fragments de vie que notre nouvelle chroniqueuse Cécile Cohen-Fary a choisi de nous emmener. Je suis très heureuse aujourd'hui de t'accueillir dans l'émission La Voix de Calliope. Merci, voilà, Aurélie, tu es une nouvelle voix dans cette émission. Donc Cécile Cohen-Fary, pour te présenter à quelques mots, tu es comédienne, tu es conteuse, tu es artiste de la voix et tu es créatrice de Mon héritage sonore. Donc à travers ta chronique baptisée Les histoires de Cécile, tu vas nous faire découvrir régulièrement des récits inspirés de ta vie quotidienne, dans lequel, j'en suis sûre, chacune de nous pourra se reconnaître à un moment donné. Donc aujourd'hui, tu vas nous emmener entre réalité et fiction dans le souvenir d'une jeune maman débordée il y a 9 ans. On t'écoute. Les histoires de Cécile. C'est ma maman, elle est vachement bien. Trop top. Eh bien, écoutez, ce matin, je me lève, bien entendu avant les enfants. 7 heures, je suis en pleine forme. En fait, je me suis couchée à 22 heures pour pouvoir dormir 9 heures cette nuit. Pas de tout inopportune de la part de mes chers petits, ni de frayeur nocturne, non. Une nuit paisible et douce. La table du petit déjeuner ayant été préparée la veille, j'ai le temps de prendre une douche et de m'habiller avant de réveiller mes loulous. 7h30. Petit déjeuner tous les trois, papa s'habille, son thé est chaud. Et hop, on file se laver les mains en chantonnant pour se donner du baume au cœur. Un petit coup d'eau sur la figure, on enfile les vêtements qui avaient été préparés la veille, en fonction de la météo, bien sûr. Quelle idée. 8h, mes petits anges sont prêts. Enfin presque, une couche à changer, une bouche à essuyer, rien de bien grave. Bref, je les laisse jouer dans le salon pour finir de me préparer, maquillage léger, subtil parfum, boucle d'oreilles coordonnées à ma tenue, petit talon. Oh, les baskets, non.
Pas de basket, moi, Aurélie. Je suis une femme. Bref, je reviens dans le salon et je les retrouve en train de jouer calmement. Oui, calmement. Oui, calmement. Je les coiffe gentiment. Oui, gentiment. Gentiment, Aurélie, ça veut dire sans cri. Oui, tout à fait. Et nous enfilons manteaux et chaussures. Le premier qui a mis ses chaussures a gagné. Allez, on y va, les loulous. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, les petits sont habillés, installés dans la poussette, prêts à partir. Il est 8h20. Nous sommes à l'heure pour l'école. Je vois passer les parents qui courent en transpiration. Non mais les pauvres. À ce soir, les loulous. Eh oh, on se réveille? Appel à toutes les mamans. Bip, 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 bip. Appel à toutes les mamans. Ceci n'est pas la vérité. Non. Non mais sérieux, vous m'avez cru franchement. Ah. Alors là, voici la vérité, je vais vous la dire. Couché à 1h du mat après un doux sommeil interrompu 3 fois par des tétines qui se font la malle. La vérité, c'est que mon fils a chopé une bronchiolite et que c'était la course toute la journée. On a filé à la poste un colis à récupérer, puis à la boulangerie, et enfin on a décroché un rendez-vous chez le docteur. Assis dans la salle d'attente, on commence à chanter. Ainsi font les petites marionnettes. Ainsi font, 3 tours et puis s'en vont. Ainsi font, parce qu'on continue à chanter. Et on continue, et encore, jusqu'à s'impatienter. La vérité, c'est qu'il est 11h45. Quand on rentre enfin à la maison après un marathon, et là, vite le bib. Il a faim, je shoote dans des Legos. Ce salon est un grand bazar. Il faut ranger la cuisine, la vaisselle du petit déjeuner, aérer les chambres, faire partir une lessive, faire l'euro, prendre sa température, lui redonner du Doliprane et enfin l'endormir. 14h. Ouf, petite pause. Je casse des œufs pour une omelette. Je m'assois sur le canapé pour lire mon Vanity Fair. Oh, le numéro spécial été, ça vous dit quelque chose? Non? Bah alors, les 10 marques de maillots de bain incontournables. Hein? Et comment faire pour voyager léger? Non mais franchement, moi j'en suis grisée. Je m'en fais toute une joie. Mon fils chouine un peu. Je l'entends à peine. Non, c'est pas lui, ça doit être le voisin. Puis un peu plus, là c'est vraiment lui. Et puis ce sont des hurlements. Bref, il veut les bras de sa maman. La vérité, c'est qu'il est 15h15 quand je mange enfin une omelette brûlée, 2 tomates cerises et que je termine la boîte de petits écoliers. Oui, j'ai entendu la sonnerie de la machine. J'étends cette putain de lessive, je ferme les fenêtres, ça y est, j'ai beaucoup trop aéré, ça caille. 15h45. Merde, c'est l'heure de l'école. Je suis en retard. Pour mon aîné. J'ai pas fait les courses, y a rien à manger pour ce soir, je mets vite le petit dans la poussette, il régurgite tout son dernier biberon, j'en ai partout. Oh. Pas le temps de me changer, je cours, me voici devant l'école en transpiration, un sourire crispé aux lèvres. Bonjour. Oui, ça va, oui, tout va bien, oui. La vérité, c'est qu'il est 16h. Mais c'est quoi qui va pas? Ah, bonjour mon chéri. Tu as passé une bonne journée? Ah, le goûter? Ah, hop. J'ai oublié ton goûter. Du pain et de l'eau à la cantine? Ah oui, bah c'est bien ça, c'est bon, oui. Si on va au parc? Ah bah non, on va pas au parc, non, on rentre là. On rentre. Ah, tu veux pas? T'es en colère? Tu veux pas marcher? Ne crie pas et ne me parle pas sur ce ton, je ne suis pas ta copine de la cour de récréation. Non mais... Oui, on va aller acheter un pain au chocolat, bien sûr. Tu aimes bien, toi, les pains au chocolat. Ah non, tu aimes plus les pains au chocolat, c'est un croissant, alors? Pas de Ah bah alors rien. Eh bien, c'est maman qui commande et on rentre à la maison. Arrête d'arracher la tétine de ton petit frère. Stop. On se calme. Pardon? Ah, tu es un chevalier, tu vas me combattre. Toi? Faites attention, monsieur le chevalier, car moi, je suis une reine et j'ai des gardes pour me protéger. Bon, allez, Trésor, on y va? Monsieur le chevalier, excusez-moi. Ok, ça marche, ouais. mais bien sûr qu'on va au parc. Mais oui, on va au parc. Et le pain au chocolat, pas de problème pour le pain au chocolat. Mais oui, et tu promets d'écouter maman, bien sûr. Mais bah oui. Alors c'est super, tu promets, hein? Ouais, tu promets. Ok. Moi aussi, je t'aime, mon ange. Ah, mais moi aussi. Mais je
t'aime, je t'aime. Boum. Ah, la vérité, c'est que on les aime jamais trop, ces chers petits. Mais zen, soyons zen. Du sang-froid dans les veines, soyons zen. Quelle heure il est, Aurélie 16h, non, 15h50. 15h50, je file chercher les loulous. Ah bah alors, laisse-moi une minute quand même pour te remercier pour ton partage. J'ai vraiment hâte de découvrir tes histoires, même si ça fait 2 jours pour préparer cette chronique qu'on est débordés toutes les deux et qu'on s'interrompt mutuellement, qu'on n'a même pas le temps de finir nos vocaux sur WhatsApp. Donc c'est vraiment incarné. En tout cas, à travers ce récit, je te remercie Cécile. Tu nous rappelles que les souvenirs les plus précieux naissent souvent au cœur de notre quotidien. Et alors je vous invite tous à découvrir l'univers de Cécile, consacré à la mémoire, à la transmission et à la voix, vous l'aurez compris, sur monhéritagesonore.com. Un grand merci Cécile pour cette première chronique. Et sauve-toi pour aller chercher tes loulous. Voilà. Je me sauve. Vous savez, toutes ces petites phrases là qu'on dit en permanence. Allez, mets ton pyjama, fais attention à toi, prends ta gourde et tout, c'est que de l'amour qui déborde. Cécile l'exprimait très bien, en fait, que finalement les femmes, oui, une carrière, mais il n'y a pas que ça. Et il y a tout ce que tu parlais aussi de monde intérieur, de richesse. Là encore, je trouve qu'à travers toute sa créativité, c'est ce qu'elle exprime aussi. Je pense que tu n'as pas à me contredire, voilà, sur cette belle histoire. En revanche, ce qui m'intéressait aussi dans ton parcours, alors là, il n'y a pas que la question des femmes, il y a aussi la question des hommes. Tu as étudié les plus grands orateurs de l'histoire, et moi, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils ont compris finalement de la nature humaine que nous, on a peut-être oublié, tu vois? Alors, je vais reprendre également la question. En fait, on n'a pas oublié les orateurs. Actuellement, il y a de très grands orateurs et de très grands discours toujours actuellement. Bon, le dernier en date sur lequel j'ai fait une petite analyse, c'était le discours de Malhuret en mars 2025 contre Trump. Mais sinon, un de mes orateurs favoris, ça a été par exemple Badinter en 1981 contre la peine de mort. Ouais, mais tu vois, ça date. Ça date, mais avant de mourir, quand même, en 2021, il a participé au 40e anniversaire de cet événement français et c'était vraiment de toute beauté. On écoute des gens comme ça et on tombe à la renverse, tellement c'est beau. Mais effectivement, c'est hérité des recteurs grecs et romains. Oui. Alors, Cicéron, en fait, dont on a tout hérité, qui est mort en 43 avant Jésus-Christ, donc il est du 1er siècle avant Jésus-Christ, et c'est vraiment lui qui nous apporte en fait les fondements de la rhétorique occidentale. Donc lui, il répertorie un petit peu les dimensions humaines dont on a besoin pour parler de façon impactante. Oui. Alors, première dimension humaine, évidemment, c'est la raison. Descartes disait la raison est la chose du monde la mieux partagée. Effectivement, tous les hommes, toutes les femmes sont dotés de cette raison. Et donc, quand on veut faire un discours à impact, premièrement, il faut argumenter et s'adresser à la raison des personnes qui nous écoutent, qui sont face à nous. La deuxième dimension humaine très importante, si on veut avoir de l'impact, c'est la dimension affective cette fois-ci. Donc il faut convaincre, certes, mais il faut également persuader par un certain nombre de choses et notamment faire appel à des sentiments universellement partagés, par exemple la pitié. Pour Rousseau, c'est un sentiment inné, la colère, l'indignation ou au contraire l'admiration. Et puis la troisième dimension, extrêmement importante si on veut que notre discours ait un impact, c'est évidemment de faire appel à des valeurs supérieures, à des choses qui nous transcendent. Ça peut être l'État, ça peut être des valeurs comme la liberté, la justice, ça peut être Dieu, ça peut être une association, ça peut être en tout cas quelque chose pour lequel on sert de porte-parole. En fait, on est des passeurs de messages, on est des prophètes. Et s'il manque cette dimension et qu'on parle en notre nom, on loupe en fait l'impact qu'on peut avoir sur les gens qui nous font face. On ne parle jamais en notre nom, mais on est habité de valeurs morales, transcendantes, esthétiques, et on est, en tant qu'orateur, une locomotive, et l'auditoire qui nous fait face, on l'emmène dans ce voyage qui nous conduit vers un monde qu'on est en train de créer. La parole, c'est un acte de création. C'est un acte qui modifie le monde qui nous entoure et donc il est important de ne pas dire n'importe quoi et pas dans n'importe quel sens parce que les mots, c'est de l'action. Les mots informent le monde. Les mots, c'est de l'action.
les mots, c'est de l'action. Le verbe est créateur. Hein. Il est dit au début de la Bible, Dieu créa le ciel et la terre en disant que la lumière soit et la lumière fut. On est chacun des divinités sur cette terre. Quand on parle, on informe, au sens de changer. Hein. On forme le monde, on change la forme du monde. Et donc, il est important d'apprendre à bien parler. Alors, ce qui est intéressant, moi, je me suis arrêtée, tu vois, toujours par rapport un peu à ce fil rouge au niveau des femmes, sur la deuxième dimension, avec l'idée des émotions. Et alors là, je me dis, mais est-ce que pour le coup, nous, les femmes, on n'a pas déjà ça de manière innée en nous, de pouvoir aller comme ça, tu vois, inviter par notre peut-être caractère plus empathique, tu vois, à susciter de l'émotion, tu vois. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on a de manière... Alors, bon, on a tous des émotions en nous, hein, d'accord. La femme peut-être est plus sensible. Et puis les exprime peut-être davantage, tu vois. Elle les exprime plus volontiers, c'est-à-dire qu'elle n'a pas honte de parler de ses émotions, qu'elles soient positives ou négatives. L'homme a beaucoup plus de mal à se révéler de ce point de vue-là. Mais en ce qui concerne l'art oratoire, la rhétorique, ça s'apprend. C'est-à-dire que ça ne suffit pas. Un discours n'est jamais totalement spontané. Oui. Donc même si on le fait spontanément, on est normalement... on fait croire qu'il est spontané. C'est l'art, en fait. On parle avec tout notre héritage. Au travers de nous, c'est l'héritage des discours qu'on a entendus, des discours qu'on a déjà faits, des cours qu'on a eus pour savoir construire un discours. Et donc, la rhétorique, c'est vraiment un apprentissage. Parler s'apprend. Donc, qu'on soit un homme ou une femme, pour s'adresser aux émotions des gens, ça s'apprend. Alors ça, c'est marrant parce que ça me rappelle une émission que j'avais faite sur l'art d'improviser. Finalement, un bon discours n'est pas un discours improvisé, finalement. Bon, on peut faire un bon discours en improvisant, mais ce que je veux dire par là... Mais on s'est entraîné, peut-être, avant. Alors, d'une part, souvent, les bons discours, ils sont écrits avant d'être parlés. Donc, ce qu'il faut comprendre dans l'art de la rhétorique, l'écrit, c'est du parler, et le parler, c'est de l'écrit. Et en fait, pour monter le niveau d'un discours, si vous voulez apprendre à bien parler, apprenez d'abord que l'écrit, c'est l'oral et que l'oral, c'est l'écrit. Et donc, un discours d'un très bon niveau, c'est un discours qui a un registre de langage quasiment écrit. Moi, il y a une chose qui m'a souvent interpellée quand je faisais cours. Souvent, les élèves me disent « Mais madame, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est quelque chose que vous avez appris par cœur dans un livre. » Donc, ça veut dire que quand je parle à mes élèves, le balancé de mes phrases, les subordonnés qui interviennent, la cadence... On a l'impression que je suis en train de lire, je suis dans un registre écrit, alors que je suis en train d'inventer ma phrase pour mes élèves. Mais... Et ça permet de capter leur intention, finalement. Entre autres, il y a plein d'autres choses. Hein. Il y a les figures de style, il y a les répétitions, il y a les anaphores, il y a la cadence, la façon... La gestuelle, le corps. Et en fait, tout ça, ça s'apprend. Ce qu'il faut comprendre, si vous voulez impacter les gens, la bonne volonté ne suffit pas. Il y a une partie d'apprentissage. Alors après, on est plus ou moins doué pour parler, malgré tout. Hein, de façon innée, on aime parler, on n'aime pas parler, on aime parler en public ou non. Mais même ceux qui même les meilleurs, c'est ce que tu as étudié. Leur talent vraiment sera puissant parce qu'ils ont travaillé. Il faut travailler, il n'y a pas de secret. Alors, tu as déjà un petit peu répondu, mais on va quand même développer. Quelle différence fais-tu entre convaincre, influencer et inspirer? D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a autant de différences, ça c'est une première question. Et derrière tout ça, en fait, est-ce qu'il y a une erreur de communication que tu vois très souvent chez les personnes, tu le disais tout à l'heure, qui sont pourtant à la base très compétentes? Alors peut-être que la première erreur, c'est de pas assez travailler. Mais déjà, on va revenir sur la différence entre convaincre, influencer et inspirer. Alors, la différence, elle est très simple. Dans la langue française, chaque mot, en fait, a une acception précise. Hein. Convaincre, c'est faire appel, grâce à des arguments, à la raison de son auditoire. Donc, convaincre fait appel à la raison. Influencer, c'est faire changer la façon de penser ou d'agir de la personne à qui on s'adresse, mais il n'y a pas de valeur morale qui instruit ce discours. Donc on peut influencer pour acheter une marque de cosmétiques, on peut influencer pour aller tuer des juifs, on peut influencer pour au contraire faire régner l'égalité entre différentes personnes dans une même population. Donc l'influence, c'est beaucoup plus neutre, c'est juste avoir un poids d'une façon ou d'une autre sur le comportement et la façon de penser des gens qui sont en face de nous. On parle beaucoup d'influenceurs. Derrière, évidemment, l'influence, enfin le caractère moral de ces influenceurs
peut être sujet à caution. Ouais. Bon, donc il faut faire attention, ne vous laissez pas influencer par n'importe qui. Hein, c'est voilà. ça. Et dans le dernier, l'inspiration, c'est encore autre chose. Oui. Quand on inspire quelqu'un, le contraire de l'influenceur, l'influenceur peut emprisonner ou peut guider vers le mauvais chemin, ou le bon chemin, évidemment. Celui qui inspire, c'est autre chose. Celui qui inspire, il donne l'esprit. Dans inspiration, il y a le mot esprit. Et donc, il renvoie la personne qui l'écoute à ses propres responsabilités en lui ouvrant des portes, certes, et des chemins dans lesquels cette personne peut s'engager, mais la personne qui écoute est laissée à son libre arbitre. Donc, l'inspiration est beaucoup plus ouverte et entraîne l'auditoire vers une forme de créativité, ce que ne fait pas l'influenceur. Et donc, c'est très différent. L'influenceur a une influence, comme son nom l'indique, bon, plus ou moins bonne, il contraint le libre arbitre. Tandis que celui qui inspire, au contraire, conduit celui qui l'écoute à son libre arbitre et à sa responsabilité. C'est beaucoup plus large et c'est beaucoup moins contraignant. Donc, un bon orateur inspire. Et est-ce que tu es d'accord, à travers toi, ton parcours, et à travers aussi, même si tu as des formations avec des modules différents pour des publics différents, bien entendu, justement, tu as cette volonté comme ça d'inspirer. Inspirer dans le sens, moi, c'est comme ça que je l'entends. Avec d'autres mots, c'est tu incarnes ce que tu vas dire, tu vois. Oui. Donc déjà, voilà, tu es. Tu vois, tu n'es pas en train d'influencer, tu racontes ce que tu es. Oui. Et donc, les personnes peuvent se dire, tiens, si Hélène a réussi, pourtant elle était mère de 3 enfants, là, tout ça, ça peut être possible, c'est déjà ça, inspirer. Oui. Alors, inspirer, oui, dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'une personne qui parle toujours à partir d'elle-même. Oui. Elle ne doit pas parler d'elle-même parce que ça n'a aucun intérêt. Oui. Elle ne doit pas essayer d'influencer par rapport à ses propres convictions parce que ça n'a pas d'intérêt. C'est-à-dire, on est tous en relation les uns avec les autres pour aller au-delà. C'est vraiment le but du jeu, si on peut dire. Un discours bien mené, c'est un discours qui nous emmène quelque part, vers au-delà de nous. On est les porte-parole. Néanmoins, c'est vrai qu'une parole est impactante si elle est incarnée, c'est-à-dire qu'un orateur va impacter parce qu'il ne peut pas sauter par-dessus lui-même. Oui. Et ça se ressent, ça, tu es d'accord, hein, les gens ressentent. C'est la double dimension. C'est-à-dire que moi, par exemple, je vais parler en tant que femme. Je ne peux pas sauter par-dessus cette identité qui est la mienne. Alors, je ne dis pas la vérité. Quand je parle, je dis attention, faites attention. Moi, mon opinion, c'est celle-là. Mais oui, avec ton prisme, ton enseignement, ton éducation et tout ça, bien sûr. On parle à partir de nous, c'est-à-dire notre siècle, notre pays, notre sexe, nos convictions, notre éducation. Donc, on parle à partir de nous, mais le but, c'est pas d'enfermer les autres sur ce qu'on est. Oui. Le but, c'est d'entraîner vers une créativité. Et ça, je suis vraiment très attachée à ça, c'est-à-dire qu'on doit aller quelque part. La société doit aller quelque part vers du mieux, vers du plus juste, vers du plus aimant, vers du plus beau. Donc, ce que tu entends par créativité, moi, je l'entends, j'y mettrai aussi d'autres mots, ouvrir à d'autres choses aussi. Exactement. Ouvrir des espaces, déjà. C'est ça, en fait. Un bon discours ouvre des portes. Okay. Un influenceur ferme des portes. Je ne veux pas influencer, je veux emmener. Voilà. Donc, je veux effectivement inspirer. Il y a un élève, enfin, il n'est pas le seul, il y a plusieurs élèves qui m'ont dit, et c'est assez choquant, enfin, il y a eu des élèves et des adultes, à plusieurs reprises qui m'ont dit, Madame, moi, ce que je veux dans ma vie, c'est être vous. Et c'est assez choquant, parce que cet individu, qu'il ait 16 ans ou qu'il ait 35 ans, son destin, c'est pas d'être moi. Ouais. Mais j'ai compris que ça voulait dire vous m'inspirez, j'aimerais moi aussi inspirer. Voilà, réaliser ce que vous avez fait ou être à la hauteur de ce que vous êtes. Voilà, je suis un modèle. Ouais. Donc ces personnes-là, attention, je m'adresse à tout le monde. Si vous avez vraiment un rôle d'éducateur, d'influenceur, de rhéteur dans votre vie, vraiment, on n'est pas là pour enfermer les gens sur nous. On est là, grâce à notre modèle, pour les mener à eux. Et donc, chacun d'entre nous, on doit aller vers nous-mêmes. Oui, c'est ça, parce qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, il n'y a pas un bon ou un mauvais chemin, en fait. On a chacun notre destin et on est là pour ouvrir des portes, et chacun doit aller vers soi-même, vers ce qui correspond à notre destin. Et évidemment. Et derrière, il y a l'idée que ta parole soit juste et impeccable, non? Il y a un peu de ça que j'entends derrière. C'est-à-dire? Bah, en fait, toi, quand tu t'exprimes, tu vois, en tant que formatrice, en tant qu'enseignante. Il faut avoir beaucoup de morale. Faut être très droit.
Parce qu'en fait, on a des rôles en tant qu'enseignant, en tant qu'éducateur, en tant que femmes qui ont des positions dans des associations. On a un poids terrible et donc ce poids-là, il ne faut pas l'utiliser dans le mauvais sens. Il faut être très droit. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour emmener les gens vers le mauvais chemin, on n'est pas là pour emmener les gens vers soi. Voilà, il faut être très désintéressé. Nous, notre vie, elle n'a un intérêt que extrêmement limité. Chacun a une vie extrêmement limitée, qui est sacrée, certes, mais limitée. Et donc, on doit emmener les autres vers eux-mêmes et vers une collaboration entre les humains. Voilà, on est ensemble, il faut vivre ensemble et je crois que c'est le but de notre existence, c'est de s'aimer de mieux en mieux et de faire régner la justice et l'amour. Donc tu réponds un petit peu à ma question quand je disais quelle est l'erreur de communication que tu vois peut-être le plus souvent quand tu parles justement d'éviter d'enfermer en fait. C'est peut-être comme ça que tu le résumerais? Alors oui, moi les plus grosses erreurs quand même de communication que je vois un petit peu partout, c'est des gens qui parlent sans prendre en compte de la population à laquelle ils s'adressent. Donc on parle toujours pour quelqu'un, on parle toujours en fonction de quelqu'un et pour emmener quelqu'un quelque part. Et si ça c'est pas assimilé à la prise de parole est ratée. Est-ce qu'on s'adresse à des jeunes de 15 ans? Est-ce qu'on s'adresse à des femmes? Est-ce qu'on s'adresse à des personnes qui sont émotivement abîmées? Voilà. Et il faut prendre en compte la sensibilité, le développement mental, les considérations émotionnelles des personnes qu'on a en face de soi. Alors après, c'est difficile parce que en fonction aussi de ton public, s'il est très hétérogène, là, ça devient plus compliqué. Bien sûr, donc là, il faut savoir quel est le but de ton intervention. Où est-ce que tu veux emmener les gens? Plus le public est large, plus ton vocabulaire doit être simple. Plus tu dois prendre en compte que tu as des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes, des personnes qui sont développées intellectuellement, d'autres qui n'ont pas toutes ces compétences. Et donc, il faut aller vers la simplicité pour pouvoir parler à tout le monde. Alors, j'en viens après à une question qu'on a un petit peu abordée tout à l'heure indirectement à travers la chronique de Cécile. Moi qui m'interpelle, et encore une fois peut-être encore plus, alors moi chez les femmes parce que je suis une femme, mais comment réussir sans s'épuiser et quels sont les signaux que le corps en fait nous envoie lorsque nous commençons un peu à nous éloigner de nous-mêmes. Moi ce qui m'intéresse en plus, et je le disais tout à l'heure dans la présentation, c'est qu'en plus tu es sportive, tu es ceinture noire d'aïkido, tu es musicienne, enfin, voilà, tu n'es pas que dans l'intellect et dans l'enseignement. Donc, tu as toujours été en même temps au contact et à l'écoute de tout ça. Alors, la première chose indispensable pour réussir, c'est un mot qui est trop large. Réussir, ça veut dire quoi? C'est vrai. Est-ce que c'est réussir professionnellement? Est-ce que c'est gagner beaucoup d'argent? Est-ce que c'est être épanoui? C'est vrai. Réussir, c'est toujours par rapport à un objectif. Est-ce que l'objectif réussir, c'est de gagner 10 000 par mois, par exemple? Est-ce que réussir, c'est d'avoir un mari ou une conjointe avec qui on s'entend? Est-ce que réussir, c'est être en bonne santé? Voilà. Donc, il faut se donner des objectifs. Voilà, c'est le but dans notre vie, c'est de la construire, donc se donner des objectifs. Pour réussir, il faut d'abord analyser ton objectif. Quel est cet objectif? Est-ce que c'est ton objectif ou est-ce que c'est quelqu'un qui te l'a donné? Est-ce que c'est un objectif qui cache pas une douleur? Donc c'est peut-être un faux objectif. Donc il faut analyser tout ça. Est-ce que c'est un objectif où il y a trop d'obstacles ou c'est un objectif où tu vas avoir beaucoup d'aide autour de toi? Est-ce que c'est un objectif qui correspond à tes capacités a priori? Est-ce que c'est un objectif qui est louable? Si tu as comme objectif de te balancer du 3e étage, je dirais tu vas peut-être réussir, mais est-ce que l'objectif était bon? Non, d'accord? Donc, pour réussir, ce qu'on appelle réussir, d'abord, quel est ton objectif et est-ce que tu as visé tous les paramètres pour voir que c'était un objectif, désirable? Déjà, si l'objectif c'est d'être maigre parce que tu vas être belle et de perdre 20 kilos, c'est pas bon non plus. Donc, est-ce que c'est désirable? Et 2, si c'est désirable, est-ce que tu es en phase avec cet objectif? Est-ce que tu ne te demandes pas l'impossible? Si tu me dis, moi, mon objectif, c'est d'apprendre à voler sans aile et sans avion, non, ça ne marche pas. Donc, une fois que tout ça, ça a été vu, analysé, compris, et que, ok, c'est bon, après, il y a 3 piliers pour réussir, pour répondre à ta question, qui correspondent à ma méthode d'accompagnement, de formation et de training, si j'ai des gens à accompagner. Un, c'est le corps. Donc le corps, c'est le socle de la réussite. On ne réussit pas, quel que soit notre projet, si notre corps n'est pas avec nous, ou si nous ne sommes pas, plus exactement, notre propre corps. Alors on est dans une civilisation avec héritage judéo-chrétien et en plus grec. Donc on a un double héritage
qui dévalorise le corps, qui dévalorise. Ah. Et oui, et malheureusement, hein, on C'est vrai. est dans une philosophie dualiste. On vit dans cette société dualiste d'héritage, avec d'un côté le physique, de l'autre côté le spirituel, et une dévalorisation de tout ce qui est physique par rapport au spirituel. Donc, quand on le sait, en Asie, c'est pas du tout comme ça, hein, c'est une philosophie tout à fait opposée. Quand on le sait, on essaye de rééquilibrer les choses et de redonner de l'importance à ce corps, à côté duquel souvent on vit sans vivre dedans. Tout à fait. Et donc le corps, c'est quoi? Alimentation, sommeil, exercice physique, massage, plaisir, et donc prendre soin de son corps. Donc l'énergie, il faut le dire, si vous voulez réussir, il faut avoir de l'énergie. Le premier levier de l'énergie, c'est le corps. Et les gens qui passent cette étape, ils ne réussiront pas, je vous le dis, d'emblée, je vous le dis. Quelqu'un qui réussit professionnellement, quel que soit le domaine, c'est d'abord un sportif de haut niveau physiquement. Homme ou femme. Homme ou femme. Homme ou femme. Et la femme plus que l'homme, parce que la femme, en plus, a un corps qui change. Donc la femme, elle doit s'occuper presque 2 fois plus de son corps que l'homme. Oui, mais là, toi, j'ai envie de te répondre, tu vois, je me fais un peu l'avocat du diable. Oui, mais quand? Tu vois? Ah, alors ça, c'est mon 3e point. Ah. Mon 2e point pour réussir, Oui. c'est la gestion de ton mental. La gestion de ton mental, c'est très large. Hein. C'est est-ce que tu as bien analysé, par exemple, les moyens pour arriver à ton objectif? Si tu agis mais sans réfléchir, tu n'y arriveras pas. Le mental, c'est également des pensées récurrentes qui nous handicapent, par exemple, sur la mésestime de nous. Donc ça, faut travailler dessus. Ouais, tu parlais tout à l'heure en accompagnement, en thérapie, notamment voilà. les femmes pour le coup. Ça peut être une mésestime des autres. Si tu mésestimes tes collègues, tu ne vas pas y arriver non plus. Hein. Ça peut être une mésestime de l'autre sexe, donc tu ne vas pas y arriver non plus. Ça peut être des mécanismes inconscients hein, qui nous handicapent, comme par exemple de se dire, je suis une femme, là je ne peux pas rentrer dans tel domaine d'activité. Bien hein. sûr. Et puis après, il y a beaucoup de mécanismes qu'il faut travailler, qu'il faut déjà mettre à jour. Donc souvent, en fait, on agit à 98%, on agit de façon inconsciente. Hein, donc, allez faire une psychothérapie, ça vous aidera. Hein. Bah oui, non, parce qu'on est d'accord, tout ça relève du subconscient, donc avec toute la bonne volonté, ça ne suffit pas. Hein, et donc, dans le mental, dans ce 2e pilier, il y a également la relation aux autres. Comment je m'adresse aux autres? Comment je les considère? Comment quel rapport j'ai avec eux? Est-ce que je suis une sauveuse? Est-ce que je suis une tortionnaire? Est-ce que je suis un tyran? On peut être les 3 à la fois. Hein. On est souvent tout à la fois. Bon, alors une fois que ça s'est mis à jour, peut-être qu'on peut régler ce type de rapport pour avoir des rapports plus harmonieux, réussir, c'est être bien avec les autres. Bon, et ça s'apprend. La communication non violente, ça s'apprend. Et l'estime de soi et des autres, ça s'apprend. Bon, tout s'apprend. En fait. Oui, c'est du boulot, hein. Oui, faut faire tout ça avant la retraite. Oui, mais la bonne nouvelle, c'est que tout peut être changé. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut apprendre. Mais pas rapidement quand même, quand c'est bien ancré. T'es d'accord qu'il faut un peu de temps quand même. Il y a des choses qui peuvent être rapides, il y a des choses qui sont moins rapides. Chacun son rythme. Donc là, je donne pas de tempo. Et puis là, ce qui me vient à l'esprit quand même, c'est de par nos expériences et nos erreurs qu'on apprend. Donc ça fait partie du chemin en même temps, tu vois. Oui. Alors si on peut éviter le maximum les erreurs, évitez les erreurs. Hein. Faites-vous bien conseiller. Évitez de répéter 4 fois la même mauvaise expérience. Ça, c'est vrai. Bon, une fois, 2 fois, 3 fois. Donc en fait, pour gagner du temps, je le dis, pour gagner du temps, faites-vous aider. Faites-vous aider. Quelle que soit l'aide. Hein, Quelle que soit l'aide. Ça peut être un énergéticien, ça peut un être coach, ça peut être un diététicien, ça peut être un psychanalyste, ça peut être un psychologue, ça peut être... Non, puis ton prof de sport, tes activités, quand tu dis faites-vous aider... Des instructeurs, ça peut être, faire des formations. Faites des formations, formez-vous. Toute la vie, il faut se former. On n'arrête pas d'être formé à 25 ans, c'est faux. D'accord. Et le 3e pilier pour réussir, c'est la gestion du temps. Oui. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis un pilier, 3e pilier, gestion du temps? Parce qu'en réalité, tout le monde me dit, j'ai pas le temps. J'ai envie de dire peut-être encore plus les femmes, parce que tu disais tout à l'heure. Tu disais tout à l'heure. Mais tu vois, tu disais tout à l'heure. Parce que nous, les femmes, on veut s'enrichir dans différents univers. Donc, on a peut-être encore moins le temps que les autres. Ce n'est pas une fatalité. Il n'y a pas de destin qui nous tombe dessus pour qu'on se dise. Il ne faut pas qu'on se victimise. Donc, ce qu'il faut se représenter, c'est qu'on a une certaine contenance. On a déjà 24 heures par jour et pas plus. On a 365 jours par an, pas plus. Et on a une vie, grosso modo, on n'ira pas au-delà de 120 ans, si on a de la chance. Si on a de la chance. Mais grosso modo, c'est plutôt 80, 85 ans. Bon. On n'aura pas plus. Donc, on a une contenance. L'erreur fondamentale, c'est de vouloir mettre plus que ce qu'on peut contenir. Donc, si on dit « j'ai pas le temps, je cours après le temps, je suis débordé », posez-vous la question,
vous avez mis des choses en trop. Donc, qu'est-ce que vous pouvez retirer pour être plus paisible? Ou quelle méthode vous pouvez employer pour aller plus vite sur des tâches qui n'ont aucun intérêt? Donc tout ça, ça se réfléchit. Déléguer, enlever le perfectionnisme, c'est ça qu'on va venir. Enfin, c'est ce qui me vient à l'esprit là tout de suite, Exactement. notamment. Mais surtout, au fond, on a peur de la mort et donc on remplit le panier. Il faut faire. Mais pourquoi? Est-ce que agir, ça nous fait aller plus vite? Alors souvent, agir ne nous fait pas aller plus vite. Moi, je vous donne un petit conseil. Si tous les jours, vous vous posez 1 heure à ne rien faire, sinon méditer, se laisser aller, rêver, laisser aller, vous gagnez du temps. Et donc, quand les gens auront compris que à ne rien faire, vous allez plus vite qu'en faisant tout le temps, on n'est pas sur une autoroute. Hein. L'autoroute, laissez tomber de temps en temps et vous irez plus vite. D'ailleurs, c'est ce que tous les artistes donnent comme conseil et ça te tient à cœur, dans leur processus de créativité. Oui. Commencer par ne rien faire. Il n'y a pas de créativité. Ou de rien faire, ou aller marcher. Il n'y a pas de créativité sans relâche. C'est impossible. Et il n'y a pas d'équilibre. Alors moi, je suis étonnée, parce que quand j'écoute quand je l'écoute, quand je le traduis par les mots, ton parcours, tu prends le temps de rien faire. Parce que non, vraiment. Et c'est parce que tu prends le temps de rien faire, merci de nous le dire. Mais c'est fondamental. C'est parce que tu prends le temps de rien faire que tu as réussi à faire tout ça dans ta vie. Je vous donne une petite anecdote très personnelle. Ah bah vas-y, on est là pour ça. Mais il ne faudra pas le répéter. Non, bien sûr. Non, nous sommes que quelques millions d'auditeurs, c'est bon. 1 à 2 fois par semaine. Ouais. Quand je n'ai pas d'obligation de matin, donc ça m'arrive 1 à 2 fois par semaine. Et je réserve 1 à 2 journées par semaine pour ça. J'ai pas d'obligation de matin. Je ne m'oblige à rien. Je mets pas de sonnerie. Si je me réveille à 8h, c'est bien. Si je me réveille à 10h, c'est bien. Et après, je reste dans mon lit jusqu'à midi ou 13h. J'adore ton rythme. Et donc, qu'est-ce que je fais dans mon lit? Parce que bon, voilà. Eh bien, j'écris, je lis, je réfléchis, je médite, je rêve. Et ça me fait un bien fou. Et quand je me lève, à midi ou 13h, pour commencer ma journée, donc c'est cool, quoi. Eh bien, en fait, j'ai gagné des dizaines d'heures de piétinement. Parce qu'en fait, je sais où je vais. Je sais que ça, finalement, j'ai pas envie de le faire. Souvent, on fait des choses, on n'a pas envie de le faire, en fait. Hein. Puis, est-ce que c'est indispensable? J'avais prévu de le faire, mais finalement, si je le fais, je vais trop courir, donc je reporte. Etc. Et puis le fait de m'être relâché, puis de m'être nourri de textes, je regarde beaucoup de tableaux, je vous avoue une petite addiction dans ma vie. Ça va, c'est une belle addiction. Je regarde des tableaux et je me nourris de tableaux. Ça me fait un bien fou. Et j'écoute également de la musique et ça me fait un bien fou. Et donc cette nourriture spirituelle, quand je me lève à 13h, j'en suis gonflée, j'ai une énergie nouvelle. J'ai d'autres idées qui me viennent et donc ça nourrit ma créativité. Et tu es super efficace. Du coup, je commences à midi. Hyper efficace. Parce que là, pour le coup, j'ai eu, entre guillemets, mon compte. C'est-à-dire que j'ai eu ce dont j'avais besoin, qui me fait du plaisir, un plaisir fou. Et donc j'avance dans ma vie en faisant des relâches comme ça. C'est une autre gestion du temps, en fait. On n'est plus sur du rapport quantitatif, mais sur de la qualité, parce qu'on peut être 8 heures devant son ordinateur comme ça ne sert à rien et à attendre de faire son temps. Et là, t'as quelque chose qui vient. Les connexions neuronales se font plus rapidement. Oui. Ouais. Alors j'ai une autre petite recette quand même personnelle, ça marchera peut-être pas pour tout le monde. Non, mais elle peut inspirer certains. Minimum 1h15 de sport par jour. Minimum 1h15 de sport par jour. Alors pourquoi 1h15? Dormir n'est pas du sport. Non, ça peut être du sport modéré, ça peut être un petit footing, ça peut être un peu de muscu, du yoga. Sport modéré, moi c'est marche s'il te plaît, Hélène. Marche rapide. Alors qu'est-ce qui se passe au bout d'1h30? 1h15, à chaque fois c'est 1h15, votre cerveau change, il pivote. 1h15. 1h15. Il pivote, c'est-à-dire que des soucis que vous aviez, vous ne les avez plus. Si vous aviez des tensions, vous n'avez plus de tensions. Si vous faisiez du souci, vous ne vous faites plus de soucis. Et s'il y avait un problème qui vous occupait, vous trouvez la solution. Donc 1h15, pile, donc, il va se passer quelque chose au niveau neuronal. La mise en mouvement du corps et des énergies, c'est ça qui se passe. Oui. Ok. Et ça, on peut pas le remplacer. Excuse-moi. Tout le monde n'a peut-être pas. T'as quand même un profil quand même bien sportif. D'autres pourraient peut-être le remplacer par, je sais pas, moi c'est ce qui me vient à l'esprit, préparer un repas, une recette. Il faut bouger son corps, il faut respirer, il faut ingérer de l'oxygène. Donc il faut bouger. Donc même une activité artistique, musicale. Non, ça ne remplace pas.
Nous ne sommes pas des animaux sédentaires. Ok, mais alors moi, quand je t'écoute, excuse-moi, si on se lève à midi, mais et non, puis mais qu'après, il faut une ou deux fois consacrer... par semaine. Ok, 1 ou 2 fois par c'est semaine. déjà pas mal. Non, mais quand on travaille, après on travaille. Tu vois ce que je veux dire? On n'est Ouais. pas feignants. Mais alors, tu vois, On moi, j'ai envie de faire travaille, on l'avocat du travaille. diable. Je suis sûre qu'il y a des mamans qui vont me dire, elle est gentille, Hélène, c'est très sympa, mais moi, j'ai 2 ou 3 enfants, c'est pour ça que j'en parle, parce que tu en as aussi. C'est des choix. Le travail, enfin, il C'est faut des qu'on se lève à choix. 5 heures. Pourquoi? Parce que tu as du transport, des Ouais. ménages. On peut pas toujours. Ah, c'est des choix. Ouais. C'est des choix. Mm. Pourquoi? Parce que tu veux une grande maison, donc il faut que tu sois à 60 km de Paris. Ben, habite un studio et tu seras moins fatigué. Ok. C'est des choix. C'est-à-dire que la vie, c'est des cartes. Ouais. Tu as déjà vu des tireuses de tarot? J'adore Oui. ça, je trouve ça très poétique. Donc elles ont des cartes, elles les battent comme ça, puis après, elles étalent comme ça, 9 cartes, 12 cartes, après, elles posent des cartes sur des cartes. La vie, c'est ça. C'est-à-dire que nous avons des cartes à notre disposition. Oui. Et de temps en temps, au lieu de rester dans un ordre inamovible, bouge cette carte-là, toutes les autres bougent. Ok. Ça peut être le logement, Ouais. ça peut être le travail, Oui. ça peut être le fait que tu t'es donné des obligations avec tes enfants, mais ils n'ont pas besoin de ça. Ah oui, tout à fait. Peut-être que tu t'es donné l'obligation d'aller les chercher à l'école à 4 heures. Ils n'en ont rien à faire que tu viennes les chercher à 4 heures. Surtout qu'il y a peut-être d'autres solutions, ils Eux, peuvent venir à aimeraient pied au jouer bus. avec leurs copains jusqu'à Oui, 18 heures. Oui, ils peuvent, Donc on peut les mettre à la garderie. Pourquoi tu t'es donné Tout à cette fait. obligation? Tout à fait. Etc., etc. Je suis d'accord. Bouge une carte. Toutes les autres bougeront. Et il ne s'agit pas forcément de faire la révolution, d'aller Non. divorcer, d'aller vendre tes enfants parce que tu les supportes plus, ou de te couper une main parce que tu travailles trop. Non. C'est pas la question. Mais c'est le conseil que tu pourrais donner. Commence déjà par changer une carte déjà dans. Déjà, regarde tes cartes. Pourquoi ça coince? Pourquoi tu te dis je me lève à 5 heures, puis après je me couche à 11 heures? C'est là qu'on a besoin de se faire aider quand même. Hein. T'es d'accord? Ça marche Ouais. pas. Là, on a besoin quand même d'un coach ou Mais d'un oui. parce que là, tout seul, on va se Faites-vous sentir. aider. Oui. Faites-vous Ouais. aider. Faites-vous aider. Ouais. On est dans une société, du super service. On a des services partout. Pourquoi vous ne les utilisez pas? Ça coûte de l'argent? Oui. Mais un cancer aussi, ça coûte de l'argent, d'accord? Une dépression nerveuse, ça coûte de l'argent. Le fait que vos enfants ratent leur itinéraire scolaire parce que vous êtes une maman dépressive, ça coûte de l'argent. Tout coûte de l'argent. Alors, vaut mieux dépenser de l'argent pour aller bien que dépenser de l'argent quand tout va mal. Oui, tout d'accord. Oui, complètement. Il faut se faire aider. Faites-vous aider. Ouais. Ça coûte de l'argent, oui, mais le but, c'est pas d'avoir de l'argent. Le but, c'est de le dépenser pour son bonheur. Bah, tu parlais de réussite. Qu'est-ce qu'on appelle réussir d'ailleurs? Il vaut mieux se faire aider et ne pas aller en vacances 15 jours au ski que de payer 7000 € pour 15 jours de vacances au ski et de faire une dépression parce qu'on est surbooké, on ne se fait pas aider. Essayez de... Bah d'ailleurs, les neurologues, je sais plus comment il s'appelle, un que j'aime beaucoup, mais justement, il préconise, lui aujourd'hui, j'aime beaucoup cette préconisation, parce que je la transmets autour de moi. Il dit, arrêtez comme ça de faire en bloc, genre 8 jours au ski l'hiver et vos 3 semaines l'été. Faites-vous des petites pauses régulièrement. Donc lui, il parlait déjà pour des gens, tu vois, qui ont un contrat avec des horaires bien établis, de se faire des petits week-ends prolongés. Mais toi, tu vas pousser un petit peu plus loin aussi, même dans la semaine, avec des matinées et des grasses mat prolongées. Mais bon, ceux qui travaillent toute la semaine du lundi au vendredi, tu aurais déjà envie de leur dire, faites-le déjà le samedi, dimanche. Je suis complètement d'accord avec toi. Complètement d'accord, ouais. Mais arrêtez de penser que la vie est uniforme. Pourquoi est-ce qu'on travaille du lundi au vendredi? Ça, c'est un gros déconditionnement que toi, tu viens apporter et que tu invites les gens à pourquoi faire. Est-ce qu'on travaille du lundi au vendredi? Oui. Moi, ça me dérange pas de travailler le samedi et le dimanche. Ouais. Par contre, la semaine, effectivement, j'ai des moments à moi. Mais surtout quand on a le plaisir de travailler, parce que parfois Bien tu sûr. peux même plus avoir l'impression de travailler, quoi. Bien Tu sûr. œuvres. Alors, quand on n'a plus de plaisir à travailler, posez-vous une question. Normalement, il faut avoir du plaisir à travailler. Donc, vous me dites, je peux pas, mais on peut. Alors, quand je t'écoute quand même, Liberté. est-ce que toi, tu as cette chance inouïe d'avoir un super jeu de tarot dès ta naissance? Ou est-ce que, intuitivement, toi, qu'est-ce qui s'est passé pour que toi, tu as déjà tout cet équilibre dans ta vie? Est-ce que ça t'est venu au fur et à mesure? Parce que quand je t'écoute, je vais dire, bah oui, c'est évident, mais moi, je t'envie, parce que moi, je suis pas ceinture noire d'aïkido, je suis pas musicienne, je me dis, j'ai pas le même jeu de cartes que toi, tu vois. Est-ce que toi, tu l'as eu dès le départ, ou t'as compris? Alors, la liberté, oui. La liberté, c'est sûr. Et le fait que, très, très jeune, je pense que les choix métaphysiques, on les fait... Certains, on les fait à 3 ans, d'autres, on les fait à 7 ans, et je pense que certains, on les fait à 10 ans. Mais je pense que tous nos choix métaphysiques sont faits avant 20 ans. J'en suis sûre. Mais on est conditionné par la famille quand même, par les parents, non? Enfin, une partie évidemment. Mais il y a des choix qui sont faits parce qu'on rejette le modèle parental ou parce qu'au contraire, on l'absorbe. Moi, il y a un choix qui a été fait très, 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 très jeune dans ma vie, c'est que de ne pas être mère au foyer.
Ça, c'est la première chose. Ok. Deuxième chose. Très jeune, tu dis. Très Avant jeune. de savoir que tu allais être mère de 3 enfants. Bien sûr. Ok. Mais j'ai jamais été mère au foyer. Ok. J'ai toujours travaillé. Ouais. J'ai toujours voulu avoir des enfants. Ouais. Enfin, ça a été. Ça pareil, aussi. Ça, c'était aussi très jeune. Et puis, très jeune, je me suis dit, absolument impossible. C'est pas 100% pour mon travail. C'est 30% pour mon travail, 30% pour ma famille, 30% pour moi. Et ça, c'est un choix qui a été fait, mais très, très jeune. Mais tu avais presque déjà une conscience spirituelle. Tu vois, je veux dire, tout le monde n'a pas ça, t'es d'accord? Ben, il faut le cultiver. Ouais. Non, mais quand tu dis très jeune, tout le monde ne se pose pas ce genre de questions. Moi, à 17 ans, c'est sûr que c'était pas 100% pour mon travail. Et puis après, bon, quand j'avais 17 ans, moi, j'adorais la philo, j'adorais les lettres, j'étais accro aux livres, j'étais une grosse dévoreuse de livres. Si j'avais pu, j'aurais jamais travaillé, j'aurais fait des études toute ma vie. Et d'ailleurs, j'ai fait des études toute ma vie, mais bon, obligée de travailler, donc j'ai quand même été enseignante, et puis j'ai fait mon bonhomme de chemin, toujours dans le domaine de la culture. Mais effectivement, voilà, pour moi, c'est impossible de concevoir une vie où on travaille sans se nourrir. Ouais. Et donc, sans nourriture spirituelle, pour moi, donc spirituelle au sens large du terme, c'est tu l'expliquais tout à l'heure. L'art, la philo, les lettres, la religion. Bon, moi, je suis pas religieuse, mais je suis spirituelle. Je suis déiste, je suis pas catholique. Mais tout ça, ça fait partie vraiment des choses absolument indispensables à la vie d'un être humain. Comme dit la Bible, j'ai étudié la Bible, c'est pour ça que je fais pas mal référence à la Bible. Comme dit la Bible, l'homme ne se nourrit pas que de pain, mais également d'esprit. Ça, c'est une des plus belles paroles qu'on lit dans le Nouveau Testament. L'homme ne se nourrit pas seulement de pain. Donc voilà, on n'est pas là juste pour travailler, gagner de l'argent et se payer des vacances au ski et une grande maison. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Donc ça, c'est une des clés. Et justement, ça serait peut-être, pour conclure, un des messages les plus forts. Alors, évidemment, moi, je m'adresse beaucoup aux femmes, mais justement, quel est, si tu avais un message que tu voudrais qu'on retienne aujourd'hui, tu vois, pour nous les femmes, pour prendre notre place, mais c'est intéressant ce que tu disais, peut-être pas, enfin, dans le sens de réussir, mais dans le sens de réussir pour soi, parce que on l'a dit au départ, hein, voilà, de s'épanouir, de s'accomplir. Quel serait le message premier peut-être à retenir, ou tu sais, la première clé pour venir Alors, la première clé, c'est qu'une femme, c'est pas un homme. Ça te l'ai déjà dit en introduction. Donc, une femme, c'est pas un homme. Une femme, c'est plus complexe qu'un homme. Une femme peut tenir sans problème toutes les fonctions qu'a un homme actuellement, c'est sans problème. Vous avez absolument les capacités, la légitimité pour devenir présidente de la République, députée, sénatrice et directrice générale d'une entreprise 440. Il n'y a aucun problème. On est vraiment intelligente, on est forte, on est vaillante, on a toutes les capacités. Mais une femme, c'est pas un homme, c'est beaucoup plus complexe. Ça réclame de la vie beaucoup plus de choses. Et donc, quand vous aurez pris conscience que notre vie, elle se déploie de façon beaucoup plus large qu'une vie masculine, et écoutez cette voix qui vous parle. Vous avez une vie affective énorme à déployer. Vous avez peut-être une vie maternelle si vous voulez être femme, peut-être pas, mais en tout cas, c'est une des voies, en tout cas, qui est absolument mystique, incroyable, mystérieuse, passionnante. Voilà, en tout cas, moi, ça fait partie de ma vie à part entière. C'est une des plus belles choses que j'ai faites, sans doute, dans ma vie, c'est d'avoir 3 enfants et de les avoir aimés comme je les ai aimés. Voilà, c'est dit. Et vous avez une vie artistique, vous avez une vie spirituelle. Je pense que la femme est l'avenir de l'homme. La femme est l'avenir de l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on est leur sibylle, on est leur prophète, on est leur... Je dirais pas éducatrice, ça fait un peu réducteur pour l'homme, mais on est la parole, on est la voix d'épanouissement de l'homme. Donc soyons des femmes à part entière, c'est-à-dire peut-être avec ce côté masculin qu'on peut absolument et tout à fait légitimement déployer. Mais la puissance féminine, c'est une puissance qui est beaucoup plus large, beaucoup plus ample, qui est extrêmement intérieure. Pensez à l'utérus, on est des utérus, hein. C'est-à-dire que on a à l'intérieur de nous, spirituellement, un lieu fécond où on peut faire germer une vie nouvelle. Et on est porteur de cette vie nouvelle, de cette communauté nouvelle, de ces valeurs nouvelles, qui sont des valeurs aux antipodes de la guerre, aux antipodes de l'injustice, aux antipodes de la souffrance. Et voilà, tout ce qui se passe dans le monde et qui m'arrache vraiment les tripes, on est là pour apprendre aux hommes qu'on peut vivre autrement, et qu'il y a autre chose à faire que à se lancer des bombes et à se menacer. Et
à s'insulter et à se faire du mal et à fermer la voix des femmes, parce que pourquoi est-ce que les hommes, dans un certain nombre de pays, ferment la voix aux femmes dans tous les sens du terme, hein, la voix et la route, hein, c'est parce que la femme a des choses à leur dire qui sont des choses divines et que l'homme, pour l'instant, dans ce contexte de guerre qui est la nôtre, hein, l'homme s'éloigne du divin et nous devons ramener l'homme au divin. Donc nous sommes des prophétesses, nous sommes des sibylles, nous sommes l'avenir de l'homme et il faut prendre ce destin au sérieux parce que si la femme n'est pas elle-même, si la femme ne prend pas conscience de cette puissance infinie qui est la sienne, qui est une puissance très féminine, eh bien l'homme ne sera pas sauvé non plus. Donc il faut nous sauver nous, mais il faut sauver l'homme également. Donc en fait, sauver l'humanité. Merci beaucoup pour ton discours très très inspirant qui me parle beaucoup. Et avant de refermer cette conversation, j'aimerais vous partager une réflexion un peu plus personnelle. Il y a parfois des rencontres qui nous apportent des réponses et puis il y a celles qui nous obligent à nous poser des questions. Cette rencontre avec Hélène a été de celle-là. En fait, lorsque je t'ai rencontrée pour la première fois lors d'un salon consacré à l'excellence au féminin, j'étais impressionnée. Mais si je suis totalement honnête, j'ai aussi été intimidée, non pas parce que tu disais, mais parce que tu incarnais une forme de puissance structurée, rapide, maîtrisée, pleinement assumée. Une femme cultivée, brillante, engagée, qui semblait occuper sa place avec évidence. Et je crois ce qui m'a déstabilisée en fait ce jour-là, ce n'était pas vraiment toi en fait. C'était la question que ta présence faisait naître en moi. Serais-je capable moi aussi d'habiter une telle puissance sans m'y perdre? Parce que je crois que beaucoup de femmes en fait connaissent ce moment particulier où elles se retrouvent face à une version possible d'elles-mêmes, une version forte, une version ambitieuse, une version capable, une version qui attire autant qu'elle inquiète. Et si cette puissance pouvait m'épuiser, me conduire à un burn-out, et si elle pouvait me couper de moi-même, et si pour réussir, je devais sacrifier une partie de ce qui m'est essentiel, ma famille, mes loisirs, mes amis, pendant longtemps, j'ai cru que la puissance consistait à tenir, à porter, à avancer, à ne jamais ralentir, comme si être forte signifiait pouvoir supporter davantage que les autres. Mais avec le temps, et surtout les expériences, voire les échecs, j'ai compris que la puissance ne se mesure pas uniquement à ce que l'on est capable d'endurer. Elle se révèle aussi dans notre capacité à nous respecter en avançant, à poser des limites, à rester reliés à nous-mêmes, à ne pas nous trahir au nom de la performance ou de la reconnaissance. Et c'est sans doute ce que je retiens aujourd'hui le plus de cette conversation également. La puissance n'est pas une question de domination, n'est pas une question de contrôle, n'est pas une question d'accumulation. Elle est sans doute, voire certainement, une question d'alignement. Une manière d'être pleinement soi, sans avoir besoin de se durcir, sans avoir besoin de se suradapter, sans avoir besoin de mener une guerre permanente contre soi-même. Aujourd'hui, ce que cet échange m'inspire, c'est une forme de réconciliation, ne plus opposer puissance et douceur, ne plus opposer ambition et équilibre, ne plus opposer réussite et maternité. Et peut-être que le véritable défi pour nous les femmes de notre époque n'est pas de devenir plus puissantes, peut-être est-il d'apprendre à ne plus avoir peur de nos propres puissances intérieures, d'oser prendre notre place sans culpabiliser, de réussir sans s'épuiser, d'avancer sans se perdre et d'incarner pleinement ce que nous sommes sans se justifier, parce qu'en vérité, la plus grande conquête n'est peut-être pas celle du monde extérieur, c'est celle qui nous permet enfin d'habiter pleinement notre nature profonde, avec confiance, avec liberté, sans avoir peur de qui nous sommes sincèrement. Merci.